Florent Toscano. Je suis auteur de jeux et éditeur dans la maison d'édition qui s'appelle Les Jeux Hopla. Au départ, moi, je ne suis pas du tout auteur de jeux ni éditeur. En fait, au départ, je suis chercheur en biologie, donc je bossais dans un labo de recherche. Mais j'étais quand même pas mal impliqué dans le milieu du jeu, mais de façon associative. Puisque dans mon patelin d'origine en Corrèze, à Ussel, j'avais créé une association qui s'appelle Chamboultou, qui existe toujours. On organisait un festival tous les ans au mois d'août, qui existe toujours. On avait à l'époque ce qui s'appelait un webzine, en fait, où tous les jours on publiait l'actu sur des jeux, on faisait des vidéos, etc. Et on faisait plein d'animations de jeux, et on avait ouvert un bar à jeux associatif. Donc voilà, j'avais une activité du coup dans le milieu du jeu qui était déjà assez importante. Et un jour, j'ai eu envie de mettre les mains dedans et de commencer à essayer de faire des jeux. Et j'ai fait un premier jeu qui s'appelle Pom Pom, et qui marchait plutôt bien, voire très bien. Et donc, l'idée, ça a été de l'auto-éditer, en fait, de se lancer dans l'aventure soi-même. Et du coup, c'est comme ça qu'on a créé la maison d'édition qui s'appelle Les Jeux Hopla. L'idée, c'était de le faire le mieux possible, enfin, de façon la plus responsable possible. On était quand même assez concernés par les questions environnementales et même économiques. Et du coup, c'est pour ça qu'on a pris le parti de l'éditer 100% en France et en éco-fabrication, de le fabriquer 100% en France et en éco-fabrication, avec une démarche derrière au niveau du thème, avec une espèce de recherche. Finalement, c'était les prémices de ce qu'on allait plus tard appeler les jeux documentaires. Voilà. Est-ce que c'est plus facile le Made in France maintenant qu'à l'époque? C'est pareil, en fait, parce qu'il y a les mêmes fabricants, donc en gros c'est possible, c'est même pas si difficile. À partir du moment où ces contraintes-là, on se dit que finalement c'est juste peut-être l'ordre des choses. Donc il faut plus les tourner en avantage et en bénéfice plutôt qu'en contrainte. Et à partir de là, du coup, ça ne devient pas si difficile que ça. Ce qui a changé par rapport à il y a 11 ans, c'est que de plus en plus, je reçois des coups de fil et des mails quotidiens pour me demander comment on fait, quel fabricant, comment, voilà, il y a tout un tas de questions. Et en effet, de voir fleurir des initiatives Made in France dans le milieu du jeu de plus en plus, avec plus ou moins de greenwashing dedans. Mais malgré tout, ça commence à fleurir. Pas toujours pour les bonnes raisons. C'est souvent, malgré tout, quoi qu'on entende, c'est souvent parce que malgré tout, fabriqué en Chine, ça commence à avoir un coût qui est de plus en plus élevé, avec un transport qui est de plus en plus onéreux. Donc le rapatriement, principalement en Europe, un tout petit peu en France, mais ça commence à frémir, et plus une obligation qu'une vraie volonté. On a la particularité d'être auteur, éditeur, distributeur, donc on fait la totale, et de ne pas faire de sourcing en fait, de ne pas chercher de jeux. Donc on a une démarche éditoriale qui est un peu différente de ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire que les projets émergent de l'intérieur. Quand on a envie de faire un jeu sur tel thème ou telle mécanique, ou voilà, un projet en fait il naît comme ça petit à petit de discussions dans l'équipe ou d'envie que j'ai particulière. Et soit je fais le jeu, soit je le fais avec un auteur très proche, qui fait partie vraiment du cercle intime des jeux Hopla avec lequel on travaille tout le temps, ou c'est lui qui va faire le jeu, typiquement comme La Marche du Crabe par exemple. Il y a déjà pas mal d'années en fait, c'était une BD, puisqu'à la base c'est une bande dessinée, que j'ai voulu adapter en jeu. La mathématique du jeu me paraissait évidente dans la BD, et pourtant j'ai jamais réussi à faire le jeu. Et c'est Julien Protière, donc un vraiment très très proche, qui s'est emparé du truc et qui a fait le jeu qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est souvent comme ça en fait, que les projets naissent et se développent. J'ai pris le parti en effet de pérenniser tous les jeux et de jamais en sortir du catalogue, jamais en tuer. Alors j'utilise le terme tuer, justement volontairement, parce qu'en fait, un jeu, à partir du moment où il y a l'idée qui commence à naître, et naître d'ailleurs, c'est aussi pas mal quand même, et où on le développe, etc., il y a tellement de temps, d'énergie et de cœur qui est mis là-dedans, que je trouve ça extrêmement dur de se dire qu'il a une durée de vie de quelques semaines en boutique et puis c'est mort. Pour la plupart des jeux, c'est comme ça quand même. Donc du coup, en effet, on a pris le parti de les garder tout le temps en catalogue. C'est-à-dire que même quand il y en a un qui est épuisé, même si les ventes sont faibles, on le réimprime quand même et on continue à le vendre quand même en fait. Alors, on y a mis tellement de... Voilà, c'est un objet culturel, il existe, et on a envie qu'il continue à exister. Et nous, ça nous force à continuer à porter tous les jeux en fait, et à chercher éventuellement d'autres biais de distribution pour qu'ils aient une vie constante et la plus belle possible en fait. Alors 11 ans après, en effet, on a tous les jeux qui sont restés au catalogue, quelles que soient les ventes. On en réimprime des vieux. Là par exemple, on a une réimpression de Hoplabi qui vient juste d'arriver parce qu'il est en rupture. Voilà.
Et ça fonctionne et on est très content. Moi je suis très content d'avoir tous mes jeux au catalogue et tous les jeux des auteurs qu'on a signés qui sont toujours là. Et puis des fois avec des jolies surprises en fait dans les ventes. Donc c'est chouette. Ouais. J'ai beaucoup de casquettes, mais je ne suis pas la seule tête à les porter. Et on est quand même une équipe qui est assez géniale et magique, qui permet justement qu'on arrive à faire tout ce qu'on fait et de la façon dont on le fait. Donc en effet le côté distribution par exemple, au final je m'en occupe très peu. Je m'occupe de la com, en fait, de la représentation, beaucoup. Mais sinon, c'est vrai que dans l'équipe, on a chacun des rôles. Et tout ce qui est distribution, c'est vraiment Fabienne qui s'en occupe et elle fait ça merveilleusement. Ce que je préfère, je pense, moi j'aime développer des jeux, mais avant tout, j'aime vraiment les créer, je crois. Et c'est vraiment ce qui me plaît le plus, en fait. Créer des jeux et les montrer aux gens. Faire jouer les gens et voilà, avoir Je ne suis pas né chef d'entreprise et c'est clairement pas ce qui me plaît le plus, en fait. Et c'est vraiment le côté création avec tout ce qui va autour, dans le sens où moi je l'entends, c'est-à-dire une grosse documentation sur le thème qu'on va développer dans le jeu, une grosse bibliographie, et élaborer des partenariats avec des experts naturalistes, scientifiques dans tel ou tel domaine, parce qu'on va développer un jeu sur ce thème-là, etc. Et c'est ce qui me plaît beaucoup en fait, c'est de mettre beaucoup de sens dans le jeu et qu'il y ait du coup, alors c'est pour ça aussi qu'on met beaucoup de temps à les développer, mais qu'il y a un vrai supplément d'âme au jeu en fait, qui fait qu'au final, j'espère en tout cas c'est le cœur qu'on met dedans pour que ça soit comme ça, qu'au final l'objet qu'on a terminé touche particulièrement le joueur, tant du fait du décorum que du ressenti de jeu. Alors les idées à la base, elles arrivent de différentes façons. Moi c'est assez rare que j'ai une idée mécanique et que j'essaie de développer. En général c'est plutôt, là par exemple un des prochains jeux qui arrive dans la gamme nature c'est Naeko. Et c'était une volonté de faire un jeu sur les fonds marins, sur les créatures abyssales. Voilà, donc c'est un jeu qu'on est en train de développer avec l'ONG Sea Shepherd. C'est eux qui sont en train de choisir les espèces, qui nous aident sur tout le côté scientifique du jeu. Et du coup, j'ai fait une bibliographie donc sur ce thème-là pour extraire les paramètres qui me semblaient importants et pertinents à mettre dans le jeu. Et j'ai construit le jeu autour de ça. Après, l'intérêt aussi de développer les jeux en interne et que les projets émergent de chez nous, c'est que en fait, on a la contrainte matérielle de la fabrication, de l'éco-fabrication en France. Donc on ne peut pas tout faire en fait, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc on développe le jeu avec en tête cette contrainte matérielle. C'est-à-dire qu'il faudra des cartes, un certain nombre de cartes, etc. D'autant plus qu'on voudra que le jeu rentre dans telle gamme. Naeko en l'occurrence dans cette gamme-là. Donc ça veut dire qu'il faut que le prix public TTC soit 16,50 € à la fin. Donc il faut qu'on arrive à le développer avec un matériel qui rentre dans cette boîte et qui ne coûte pas plus de temps pour que ce soit économiquement viable. Donc toutes ces contraintes matérielles, moi je trouve ça stimulant en fait, au contraire dans le développement du jeu en fait. Au niveau des festivals, des manifestations, moi je serais plutôt festival au Vor. Donc j'adore ça, c'est indispensable, mais d'un point de vue purement personnel et humain en fait. Mention spéciale pour ce genre de festival ici, parce qu'en fait c'est juste parfait en fait, on est hyper bien accueillis, humainement c'est top. Tout petit format avec plein de gens, tout le monde est sympa, enfin voilà, c'est vraiment un moment très très privilégié. Donc ça, c'est vrai que j'adore. Je vais adorer aussi un Essen ou un Cannes pour des raisons différentes. Mais à chaque fois, il y a toujours cet échange, ce contact avec les gens, avec les joueurs. Et moi, typiquement, je fais partie de ces auteurs en fait, qui ont besoin vraiment de soumettre les jeux aux joueurs très souvent, parce que sinon, je vais presque déprimer, me poser tout un tas de questions et me dire que je fais de la merde très rapidement en fait. Et j'ai vraiment besoin de faire jouer les gens pour me rassurer et pour avoir Si on fait des jeux, c'est pour faire jouer, pour que les gens y jouent et pour qu'ils soient touchés en fait. Si on veut que le jeu soit un objet culturel, c'est pour toucher les gens, au même titre que quand ils écoutent un CD ou quand ils vont voir un film au cinéma, quand ils lisent un bouquin. Donc pour palper ce ressenti chez les gens, il faut les faire jouer, il faut être là quand ils jouent. Et moi j'ai vraiment besoin de ça. Donc de ce côté-là, d'un point de vue personnel, c'est complètement indispensable. Et à contrario, je me freine de plus en plus, parce que sinon en fait on serait tout le temps en festival et malgré tout la vie c'est pas que le jeu et que le boulot. Donc d'autant que les deux sont quand même intrinsèquement vraiment liés. Donc faut quand même, là je me force à freiner, à faire d'autres choses et à garder du temps pour moi, ou voire pour ne rien faire d'ailleurs. C'est humainement aussi important. Je pense que je suis comme beaucoup de pros qui disent que ça les touche pas. En vrai, je pense que c'est faux pour tout le monde, en tout cas c'est faux pour moi, parce qu'à partir du moment où le jeu est ne serait-ce que nommé, c'est magique, on est quand même super content. Quel que soit le prix en fait, quelle que soit la renommée du prix en fait, ça reste des gens qui ont choisi ce jeu
Et du coup, ça a à peu près la même valeur que ce soit un tout petit festival ou que ce soit à Cannes finalement. Même si derrière, les retombées n'ont absolument rien à voir. Je m'en suis beaucoup détaché, malgré tout, en effet, depuis Cosmopolite. Parce que ce soit le milieu pro ou le grand public, les joueurs, étaient tellement convaincus que Cosmopolite allait être nommé à l'As d'Or que on y a cru. Et en se protégeant, en gardant malgré tout une distance. Et quand il n'a pas été nommé, il y a une espèce de buzz phénoménal, ce qui fait que l'année en 2000, du coup, en 2020, quand il est passé à côté, du coup, il y a eu un gros buzz de la part du public et des joueurs, ce qui fait qu'en fait, on a beaucoup plus entendu parler de Cosmopolite que des jeux nommés à l'époque. Donc, ce qui était génial, c'était hyper touchant. Enfin, nous, en plus, on est assez sensible là-dessus, donc ça nous a vraiment fait monstrueusement plaisir. Mais du coup, j'ai un certain détachement maintenant. Je sais que forcément, c'est un coup de pouce quand c'est nommé et quand il y a un prix, mais que les jeux peuvent avoir une vie autrement. Et je pense qu'en fait, d'insuffler de l'humanité et encore une fois, de faire en sorte que le jeu soit pas un produit, mais que la boîte déborde d'un gros supplément d'âme qui va toucher le joueur. Ben, peut-être que ça fait autant que le prix en fait. En vrai, ce qui me touche le plus beau prix, et ça fait 11 ans, et ça ne change pas en fait, ça me touche systématiquement de la même façon, c'est quand, alors que ce soit un festival ou n'importe quoi, en fait, quand on fait jouer des gens à un jeu, sur une manifestation sur laquelle il y a des centaines, des milliers de jeux, de propositions, et qu'ils ont envie de rejouer, mais le top, c'est quand ils achètent le jeu en fait. Quand ils dépensent 15 balles pour s'approprier ton objet, ce que tu as passé longtemps à développer, que tu leur présentes là. Et je me dis, bah, c'est hyper touchant. Ils dépensent de l'argent parce qu'ils veulent avoir chez eux, pour eux, cet objet-là, pour y jouer et pour revivre ce moment-là. Et ça, pour moi, c'est la récompense ultime en fait. L'acte d'achat, c'est ce qui est, je trouve, le plus touchant. Moi, je fais vraiment les jeux que j'aime, que j'ai envie de jouer et qui me plaisent à moi, avec des thèmes qui me plaisent à moi. Et le fait est que je suis un assez gros lecteur de BD, assez fan, que c'est le cas pour plusieurs des auteurs qui m'entourent. Et donc à la toute base, il y a une dizaine d'années, quand on a fait donc, le premier jeu de la gamme BD Lincoln se met au vert, moi j'avais fait le jeu Lincoln parce que j'adorais vraiment la BD, j'étais hyper fan de la série. Et en plus je connaissais les auteurs à Lyon. Et j'ai fait le jeu juste pour qu'il y ait un jeu Lincoln qui existe. Et c'est eux qui m'ont dit, bah, allez, vas-y, on l'édite, tu le fais, et ça va être cool, et voilà. Et moi, je dis, mais ça n'a rien d'écolo, Lincoln, j'avais envie de faire que de la gamme nature à l'époque, et voilà. Et en fait, on s'est dit avec Olivier Jouvray qu'on pouvait le scénariser pour que ce soit un spin-off de la série qui ait un côté green, en fait. Même si c'est déconnant, que ça soit un peu tiré par les cheveux, bah, peu importe. Et du coup, on a fait Lincoln se met au vert avec le héros un peu nihiliste, en fait, qui va se foutre à la campagne pour plus qu'on l'emmerde. Et voilà, et c'est parti de là, et du coup l'idée c'est de rédiger le livret à la méthode de la BD, etc. Et après, j'ai voulu faire La Marche du Crabe, alors qui est venu que beaucoup plus tard, parce que je ne suis pas arrivé tout de suite, et puis parce que c'est du coup Julien Protière qui l'a pris en main. Et du coup il y a eu Le Bois des Quat'Sous, La Marche du Crabe, Apocalypse aux eaux de Carson City, qui a vraiment marché avec, du coup on a fait une extension. Mais voilà, encore une fois, par exemple Apocalypse, c'est un terrain sur lequel on ne nous attendait carrément pas, parce que nous on a une image de fruits, de légumes, de petits oiseaux et de forêts pendant longtemps, un petit peu bisounours. Et là, on sort un jeu au graphisme extrêmement clivant, avec des zombies, des militaires, des machins, un univers à la Tarantino, des dessins en noir et blanc, des personnages disproportionnés, donc voilà, très particulier et très clivant. On l'a fait parce qu'on adorait la BD et qu'on avait vraiment envie de bosser là-dessus. Et on pensait jamais que ça allait marcher autant. Et au final, non seulement, même si on ne nous attendait pas sur ce terrain-là, ça s'est passé nickel, et même ça a surpris positivement les gens. Et en fait, en plus, le fait qu'on scénarise la BD, donc Apocalypse au zoo de Carson City. Du coup, c'est pareil, un spin-off du coup de la série qui se passe dans le zoo de Carson City où les joueurs jouent les héros de la BD qui doivent survivre, qui doivent se flinguer entre eux, mais qui doivent libérer les animaux qui, de toute façon, n'avaient rien à foutre dans un zoo à la base. Ça, j'adore en fait, avec l'auteur de la BD, quand on scénarise le jeu avec un petit message green qui te demande ce qu'il fout là en plus parce que l'univers à la base n'a rien de nature ni d'écolo. Et ça m'éclate totalement là. Et là, on est en train de s'amuser beaucoup, pareil, avec Alexandre Droit, du coup. Donc un de ses prochains jeux, ça s'appelle RIP. Et du coup, on est en train d'adapter la série BD RIP, qui a un gros succès en librairie là, depuis quelques années.
et qui sortira en septembre 2023. Et c'est pareil, donc RIP, c'est un univers très glauque, très sombre. Et du coup, là, on s'amuse à distiller du green dedans avec des chasseurs, enfin voilà, des choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent les BD grâce au jeu. Nous, dans le milieu du jeu, il y en a beaucoup qui... C'est des BD qui sont... C'est pas Astérix, ni Titeuf, donc même si c'est des jolis succès, bah, il y a peut-être 1% de la population, même pas d'ailleurs, 1 pour 1000 qui les connaît. Apocalypse sur Carson City, ou même La Marche du Crabe en fait, alors que c'est Arthur de Pin, c'est quand même un auteur hyper célèbre. Peu de gens connaissent. Mais du coup, il y a beaucoup de joueurs, d'autant plus que les jeux marchent très bien. La Marche du Crabe a vraiment eu un joli succès, d'autant plus qu'on a plein de retours hyper positifs sur la forme des règles, dans lesquelles on reprend, en fait, c'est toujours un personnage de la BD qui parle, qui explique l'histoire, etc. Et on essaie de, quand je les rédige, j'essaie vraiment de reprendre le ton de la BD, pour le respecter le plus possible. Et du coup, les règles sont rédigées de façon assez inhabituelle et assez fun. En tout cas, c'est l'intention. Et il y en a plein, du coup, ça leur donne envie de découvrir la BD. Et on sait qu'on a plein de retours dans ce sens-là. Merci, parce que grâce à vous, j'ai découvert la BD. Apocalypse, ça a été pareil. Lincoln, ça a été pareil. Donc voilà. Dans l'autre sens, on sait qu'il y a une communauté... c'est des BD qui ont une fanbase assez forte, en fait, assez importante, parce qu'elles sont vraiment particulières. Et Apocalypse, par exemple, il y a vraiment des ultra fans d'Apocalypse. Et avant que le jeu sorte, il y en a, ils étaient accros, quoi. Ils étaient sur les dents. Ils voulaient vraiment le jeu, ils avaient trop hâte. Il y en a sur les réseaux sociaux, et puis J-8, J-7, J-6. Enfin, c'était hallucinant. Donc on sait qu'il y a une grosse une fanbase de lecteurs qui va sur le jeu parce qu'ils sont trop contents qu'il y ait un jeu qui sorte sur leur série préférée. D'autant plus qu'encore une fois, c'est pas un méga blockbuster, donc c'est pas attendu en fait qu'une série comme ça soit adaptée en jeu de société. C'est des fans de la BD, ça veut pas dire qu'ils sont joueurs ces gens-là. Donc ça veut dire qu'il faut faire un jeu qui soit original, fun, inédit, qui plaise aux joueurs, parce que nous quand même avant tout on parle aux joueurs. Mais il faut pas que les lecteurs de la BD soient déstabilisés en fait, qu'ils se retrouvent avec un jeu qu'ils ont dans les mains, pour lequel la démarche pour aller vers le jeu va être trop compliquée. Donc il faut trouver le juste milieu par rapport à tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas... Ouais, après c'est plutôt fun justement de se dire... c'est un challenge, mais qui est chouette, qui est stimulant en fait. Du coup, depuis qu'on a sorti la gamme des Cardzol, donc ces petites boîtes là, ça a cartonné. Du coup, il y en a 3 nouveaux qui viennent juste de sortir. Du coup, il y en a 9 maintenant en tout. Et on est en train de travailler sur des nouveaux opus avec des nouvelles façons de jouer, des nouveaux challenges. Et l'idée, c'est toujours de surprendre les joueurs. Donc en 2023, là, il va y avoir des nouveaux Cardzol qui vont sortir. Dans 2 semaines, il y a l'extension de Cosmopolite qui arrive. Deuxième service. Donc là, il y aura 3 modules dans l'extension. Il y a un module petit chef pour jouer avec les enfants. Donc les enfants à partir de 7 ans pourront enfin être cuistots. Un module boisson comprise qui rajoute vachement d'interaction entre tous les joueurs et surtout entre les cuistots et la serveuse. Et un module grand chef qui là rajoute de l'interaction entre tout le monde. En fait, c'est déjà assez expert. Et tout ça avec 40 nouvelles langues, ce qui porte le nombre total de langues du jeu à 100 langues en fait, tout pile. Grâce au travail, encore une fois, phénoménal qu'a fait le labo. Donc c'est un jeu qu'on a fait avec un labo CNRS et Université Lyon 2, qui s'appelle Dynamique du langage. Et donc eux, ils ont fait un travail absolument monstrueux sur le jeu et sur l'extension. Rien ne pourrait être fait sans eux, en fait. En début d'année, il va y avoir Naiko qui va sortir. Donc Naiko, c'est un prochain jeu dans la gamme nature. Et je suis hyper content quand on refasse un jeu dans cette gamme-là, parce que ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu. C'est un jeu sur les fonds marins, sur les abysses, dont je suis l'auteur. Je suis très content aussi de refaire un jeu tout seul. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de jeu qui est sorti dont je suis l'auteur seul. Et qu'on fait en partenariat avec l'ONG Sea Shepherd, donc de protection des océans. Et je suis très content de ce partenariat-là aussi, d'autant que ça apporte vraiment beaucoup au jeu. Dans les projets à un peu plus long terme, on travaille sur un jeu qui s'appelle Utopie. Donc c'est un jeu de Juan Rodriguez et Julien Protière. L'idée, c'est de gérer de façon abstraite dans un jeu, en quelques minutes, une situation concrète, en l'occurrence le changement climatique, donc la transition énergétique. C'est un jeu qui va s'inscrire dans la lignée de Cosmopolite, dans le sens où c'est un jeu hybride, c'est un thème scientifique, mais traité de façon fun et frénétique, en quelques minutes, avec plein de scénarios différents et plein d'utopies différentes, justement, avec des systèmes Pour gagner telle utopie, il faut arriver à en finir une, etc. Donc RIP, prochain jeu dans la gamme BD, donc adapté de la BD, c'est un jeu d'Alexandre Droit, et il sera illustré par Julien Monnier, qui est le dessinateur de la BD RIP. On est une toute petite maison d'édition. Il y a énormément de propositions qui arrivent sur le marché, donc chaque sortie, en fait, c'est un gros risque. Donc voilà, faut arriver à tout mesurer
En plus c'est chouette de prendre des risques en fait. Alors le financement participatif, je me suis posé la question en son temps et définitivement. Non, en tout cas, parce que c'est nous qui développons les jeux pour les joueurs en fait. Et ça permet à des projets d'exister, ça c'est évident. Mais j'aime beaucoup l'idée que le projet existe si on peut prendre le risque qu'il existe en fait. Et j'ai pas envie de faire porter le risque à quelqu'un d'autre que nous. Donc non, moi j'adore l'idée de... Après je suis très assez freak control et très besoin de savoir que si ça se plante c'est de ma faute. Donc peut-être pour ça que j'aime maîtriser le truc du début jusqu'à la fin, de l'idée jusqu'à la boutique, parce qu'au moins si c'est un échec, vu qu'on avait nous tout en main, du début à la fin, si on se plante, on ne peut pas s'en prendre à un distributeur, on ne peut pas s'en prendre à un machin ou tout. Non, c'est nous, c'est notre faute. Alors les influenceurs, oui forcément on est obligé de suivre en fait, parce que c'est la nouvelle presse. Donc on suit et on est aux aguets, savoir ce qu'ils vont parler, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Il y en a plein qui sont hyper sympas en plus, donc au-delà du côté qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est juste souvent c'est des bons moments en fait. Le fait est que malgré tout, il y en a quand même plein, je me rends compte que je suis très content de les croiser et je suis content de discuter, de boire une bière et voilà, c'est juste chouette. Et oui, c'est rigolo, il y a quelques années on envoyait des jeux à la presse et aujourd'hui on envoie des jeux aux influenceurs en fait. C'est une évolution, quoi en penser, j'en sais rien, c'est comme ça, donc il n'y a pas grand chose à en penser en fait, c'est ni bien ni mal. Tout le monde peut être plus ou moins influenceur, mais néanmoins on se rend compte quand même que ça reste un travail et on voit quand même ceux qui font les choses différemment et qui mettent vraiment les mains dedans pour proposer un vrai contenu. Et c'est ceux-là en général qui influencent vraiment, donc ça reste plutôt pertinent en fait en vrai. Et moi j'aime bien quand je découvre tel Instagrammeur ou Instagrammeuse d'ailleurs, je crois qu'il y en a plus que des Instagrammeurs qui proposent des photos de jeux de société. Waouh, c'est juste génial en fait. Et ça c'est juste une approche qui est différente du traditionnel papier où on décrit brièvement le jeu et on dit brièvement ce qu'on en pense. J'aime beaucoup quand il y a un angle qui est différent en fait. Et même dans le texte, des fois il y en a qui proposent un texte un peu différent avec un angle différent. Ça je trouve ça chouette. J'invite les Instagrammeurs, les influenceurs, ou ceux qui n'existent pas encore en tant qu'influenceurs, de trouver des axes différents pour parler des jeux. Ou pour faire parler les gens qui font des jeux, qu'on nous fasse dire autre chose que le traditionnel truc en fait, parce que je crois que les gens ils aiment bien en fait être touchés différemment en fait.